Une course s'engage au chevet d'un mourant, le télescope spatial Hubble. C'est l'instrument scientifique le plus productif jamais conçu. Hubble peut-il être sauvé? On n'a jamais remplacé un circuit imprimé en orbite. L'opération s'annonce très lourde et mobilisera des milliers de personnes. C'était catastrophique. Malgré des années de préparation, rien ne dit que dans l'espace, tout se passera bien. On n'a qu'une chance. Il y a toujours des imprévus en orbite. 7 astronautes risquent leur vie. Si on est coincé à ce stade, c'est fichu. C'était inconcevable. Je me disais, c'est un cauchemar. Voici l'histoire d'un incroyable sauvetage. En mai 2009, une mission audacieuse va commencer. Les ultimes réparations du télescope Hubble. Une mission si dangereuse que pendant des années, la NASA s'est refusée à la tenter. Après les accidents, les vols de navettes ont été longtemps arrêtés. On se prépare de son mieux et on croise les doigts. Mais il y a toujours des risques. Il faut être à la hauteur. Les risques, on en parle. Mais je crois en ce projet. Pour réparer Hubble, 7 astronautes passeront 2 semaines dans un environnement qui combine des températures extrêmes et des rayonnements mortels. Pourtant, le plus grand risque ne vient pas de l'espace, mais du vaisseau qui va les y conduire, la navette spatiale. Quand la navette décolle, elle brûle environ 5000 kg de combustible par seconde. Ça génère une poussée indescriptible. C'est une météorite, avec des gens à bord. Le risque de mourir est de 1 sur 70. Ces gens sont très courageux. Chaque astronaute doit se demander si le risque en vaut la peine. L'objet de cette prise de risque tourne à 560 km au-dessus de la Terre. Le télescope Hubble. Gros comme un autobus et d'un poids de 12 tonnes, c'est l'instrument scientifique le plus célèbre de l'histoire. Il a révolutionné l'astronomie et nous a transmis des images inédites de l'univers. Voici d'immenses colonnes de poussière et d'hydrogène. C'est à l'intérieur de ces nuages que naissent de nouvelles étoiles. Grâce à un très long temps de pause, on a découvert sur un minuscule point noir qui paraissait presque vide des milliers de galaxies dont chacune renferme des milliards d'étoiles. Hubble est une machine à remonter le temps qui montre à quoi ressemblait l'univers il y a 13 milliards d'années. Il nous a permis d'en savoir plus sur la formation des planètes, la mort des étoiles, les gigantesques trous noirs où l'attraction est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper, et une mystérieuse énergie qui semble accélérer l'expansion de l'univers. Il y a 20 ans, avant Hubble, on ne connaissait ni la taille ni l'âge de l'univers. Maintenant, on le sait. On ne savait pas si les trous noirs existaient réellement. Grâce à Hubble, on sait désormais qu'ils sont partout. Ce télescope a été le premier à étudier l'atmosphère d'une exoplanète. Sans lui, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais Hubble est mal en point. La moitié de ses instruments, y compris la caméra qui a pris ces images, sont en panne. Comme un patient qui nécessite de multiples greffes, le télescope nécessite différentes interventions. Enlever la vieille caméra pour en installer une nouvelle, changer les gyroscopes, retirer un module optique, insérer un nouveau spectrographe, et bien d'autres choses.
approaching staging the burnout of the twin solid rocket boosters, which have been burning fuel at a rate of about 11,000 pounds per second. Cette mission est le seul espoir pour sauver Hubble. Une fois en orbite, il faudra 2 jours à la navette Atlantis pour rejoindre le télescope. Megan MacArthur now repositioning the shuttle's robotic arm to align with the telescope. Le 3e jour, Megan MacArthur, aux commandes du bras robotisé, saisit doucement le télescope et l'arrime à la navette. Houston, Atlantis. Hubble has arrived on board Atlantis. Le lendemain, les réparations commencent. Je suis sur le pont intermédiaire avec John Grunsfeld. Nos combinaisons sont là. On va effectuer une sortie. Le travail prendra 5 jours, à raison d'une sortie extravéhiculaire par jour. Mais cette mission a demandé des années de préparation. Tout a commencé il y a bien longtemps. C'est en 2006 que les astronautes sont sélectionnés. Scott Altman, commandant de bord, Greg Johnson, pilote, Megan MacArthur, opératrice du bras robotisé, et 4 autres astronautes qui sortiront dans l'espace pour procéder aux réparations. Il leur faudra 2 ans et demi pour se préparer. Mais ils ne seront pas seuls. Une mission spatiale repose sur le travail de milliers de personnes. Ingénieurs, techniciens, planificateurs et instructeurs, tous vont aider les 7 astronautes à s'entraîner pour la mission la plus importante de leur vie. Les sorties dans l'espace détermineront le succès ou l'échec de l'entreprise. Elles dureront 6h30 chacune. Ce n'est pas beaucoup. Il faut que tout se passe parfaitement pendant ces 6h30 minutes. C'est pour ça qu'on s'entraîne sans relâche, pour être au point. Chef des mécaniciens de l'espace, John Grunsfeld est déjà intervenu 2 fois sur Hubble. Il a pour partenaire Drew Feustel, dont ce sera le premier vol. On fonctionne en binôme. L'un fait le travail, l'autre lui tend les outils et l'aide. Aujourd'hui, ils sont à Houston pour apprendre à remplacer la caméra à grand champ de Hubble. Cette caméra a pris bon nombre des photos les plus célèbres fournies par Hubble. Comme tous les instruments du télescope, elle est immense et pèse 360 kg. Okay, playtime. John, are you ready? I'm ready. Pour s'exercer à déplacer cet objet massif, Drew et John se servent d'un simulateur qui soutient la caméra comme si elle était en apesanteur. C'est très difficile de se faire une idée de son moment d'inertie et de sa masse. Pas pour la soulever, mais pour comprendre comment l'arrêter ou la diriger. Tous les objets, même s'ils sont en apesanteur, ont une masse. Dans l'espace, quand un astronaute pousse une balle de golf, celle-ci se déplace. Mais s'il pousse un piano, c'est lui qui se déplace, dans la direction opposée. Le piano, l'astronaute et la balle de golf sont tous en apesanteur, mais ils possèdent une masse et une inertie différentes. Il faut être très prudent. L'astronaute Story Musgrave a fait 3 sorties orbitales lors de la première mission vers Hubble en 1993. Je pousse un objet et je le fais se déplacer. Mais maintenant, il se met à me tirer. Est-ce que j'ai prévu quelque chose pour m'empêcher de partir par là? Si je ne l'ai pas fait, je suis fichu. Avec ce simulateur, on ne peut avoir qu'un aperçu de ce que ça fait de travailler, de bouger ou de se déplacer dans l'espace. Mais comment s'entraîner quand il n'existe aucun endroit sur Terre où éprouver l'état d'apesanteur? C'est difficile. Pour jouer au baseball, on s'entraîne sur un terrain avec une balle et une batte. Aller dans l'espace, c'est comme jouer en championnat sans jamais s'être entraîné sur le terrain. Donc il faut essayer de s'exercer ailleurs. Le meilleur endroit pour ça se trouve à Houston, au Texas. C'est le Neutral Buoyancy Laboratory. 60 mètres de long,
30 mètres de large, 12 mètres de profondeur, 22 millions de litres d'eau. Dans cette piscine, capable de contenir une maquette grandeur nature de Hubble, travaillent des dizaines de plongeurs, de techniciens et de conducteurs d'engins de levage. Pour apprendre à évoluer dans l'espace, il n'y a pas mieux. Neutral Buoyancy Lab est un nom ronflant pour une piscine géante, où on peut mettre une navette et toute une station spatiale. Mike Massimino dirige la seconde équipe de mécaniciens de l'espace. Il a déjà travaillé sur Hubble en 2002. Son partenaire est Mike Good, dont c'est la première mission. Aujourd'hui, les deux hommes vont s'entraîner à remplacer 3 unités contenant des gyroscopes. Ceci aide à orienter le télescope. L'opération est délicate. Ces gyroscopes se trouvent dans un endroit exigu. C'est comme bricoler sur sa voiture et essayer de desserrer des boulons difficilement accessibles. Pour changer les gyroscopes ou toute autre intervention sur Hubble, il faut d'abord apprendre à travailler en combinaison spatiale. Vous n'êtes pas dans vos habits de tous les jours. Vous ne mettez pas une de ces combinaisons pour aller courir ou pour jouer au baseball. La combinaison pèse plus de 130 kg. Et les astronautes ne peuvent pas se tenir debout quand ils la portent. Mais une fois dans l'eau, tout change. Les combinaisons sont réglées pour assurer une flottabilité neutre, c'est-à-dire ne pas monter ni descendre, mais simplement flotter, comme dans l'espace. Ça permet de s'entraîner à sortir de la navette, à se déplacer avec la main courante et à travailler sur le télescope. Ça aide à apprendre les gestes qu'on devra accomplir dans l'espace. Mais même là, on est encore très loin de la véritable apesanteur. L'eau est à flottabilité neutre. Ce n'est pas la gravité zéro. Dans l'espace, je flotte à l'intérieur de ma combinaison. Elle flotte, et moi aussi. Quand je suis tête en bas dans une piscine, je ne flotte pas dans ma combinaison. J'ai 75 kilos de matériel qui pèse sur ma clavicule. C'est dur. Faire quoi que ce soit dans cette tenue est épuisant. On la porte 8 heures d'affilée. On n'a rien à manger, donc il faut prendre un bon petit déjeuner. On a une réserve d'eau pour boire, mais il faut vraiment être au meilleur de sa forme. Les gants pressurisés rigides mettent les mains à rude épreuve. Certains astronautes perdent leurs ongles, ils deviennent bleus et tombent en quelques jours. Ce sont les gants qui commandent. Au bout de 7 heures, l'entraînement est fini. Aujourd'hui, les astronautes ont été trop lents. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais on a besoin de s'améliorer. La semaine prochaine, on recommencera et on fera mieux. Aider les astronautes à travailler mieux et plus vite est la mission de leurs instructeurs Thomas Gonzalez et Christy Hansen. On est leurs coachs, leurs profs, leurs contrôleurs de vol et leurs amis. On écrit les procédures pour les sorties. Est-ce que je te passe l'outil maintenant ou plus tard? Je le pose sur son support ou je le range? Tout est minuté comme dans une chorégraphie. We'll break torque on the A latch. We're going to completely remove wide field from the W site and start maneuvering up to the installation position up at the telescope. Tous ces gestes se comptent en secondes et en minutes. On arrive très vite à 10, 15 ou 30 minutes. Et c'est ce minutage précis qui fait que ça passe ou ça casse. Pendant 2 ans, leur vie va tourner autour de cette chorégraphie. La procédure est plus soigneusement répétée qu'un ballet. Ils vont écrire et réécrire le script, tester les idées, décider de la marche à suivre, la modifier, s'exercer encore et encore jusqu'à l'épuisement. Tout cela dans un seul objectif,
atteindre la perfection. Les journées sont longues et les esprits s'échauffent. Mais au bout de 2 ans, ils finissent par établir un timing aussi exact et précis que possible. Pourtant, malgré tout ce travail, nul ne peut savoir comment les choses se passeront quand ils auront rejoint Hubble. Il y a toujours des imprévus en orbite. C'est en s'y préparant qu'on arrive à faire du bon boulot. Quatrième jour en orbite. La première sortie est imminente. Drew, c'est ta première sortie dans l'espace. Comment tu te sens? Impatient. Ça va bien se passer. Je suis prêt. Super. John, toi, c'est ta 714e sortie? Ma 6e. Ok. La première tâche de Drew et John est la priorité numéro 1 de la mission. Installer une caméra à grand champ beaucoup plus performante. Il faut desserrer un boulon, enlever l'ancienne caméra, insérer la nouvelle et resserrer le boulon. C'est l'une des interventions les plus simples de toute la mission. Pourtant, très vite, un problème se pose. Quand Drew essaie de desserrer le boulon qui retient l'ancienne caméra, il refuse de bouger. Si Drew ne parvient pas à le desserrer, cette première intervention ne pourra se faire. Les seuls à pouvoir physiquement résoudre le problème sont les 2 astronautes, John et Drew. Mais ils disposent d'un vaste réseau de soutien pour les épauler. Les 5 autres astronautes dans la navette, Christy Hansen et Thomas Gonzalez au centre de contrôle, et derrière eux, des ingénieurs qui connaissent Hubble mieux que quiconque sur Terre. On connaît le télescope, on connaît toutes les interfaces. On sait s'il faut un tournevis plat ou un certain type de clé. Alors que Drew s'escrime sur le boulon, les ingénieurs rassemblent toutes les informations qu'ils possèdent sur ce dernier, à commencer par son couple, la force à appliquer pour le desserrer. Chaque boulon est serré avec une certaine valeur de couple. Et on a des documents qui indiquent quel couple correspond à ce boulon. Afin que Drew ne puisse pas trop forcer, sa clé est dotée d'un limiteur de couple appelé MTL. Une fois la limite atteinte, le MTL patine pour éviter que le boulon ne casse. Une seule solution, désactiver le limiteur de couple. Si le boulon casse, l'ancienne caméra ne pourra pas être sortie. Hubble gardera son équipement obsolète et la nouvelle caméra à grand champ dernier cri retournera sur Terre sans avoir jamais servi. J'avais le cœur serré. Je voyais s'évanouir les possibilités de nouvelles découvertes. Tout ce que je pouvais faire, c'était appliquer la meilleure technique possible. Houston 3PA, we copied and saw that. That's great news. My heart's still pounding. Almost lost it. There we go. And the wide field planetary camera 2 is clear of the structure of the telescope. That's awesome news, Dan. Quand vous desserrez un boulon, que ce soit dans votre garage ou dans l'espace, soit il casse, soit il s'enlève. John et Drew parviennent enfin à mettre en place la nouvelle caméra. Mais il s'en est fallu de peu que l'opération échoue. Good morning, Atlantis, and a special good morning to you today, Mike Good. Le lendemain, deuxième sortie orbitale.
Mike Massimino et Mike Good ont une tâche délicate. Remplacer les gyroscopes. Le premier ne pose pas de problème. Mais ils ont du mal à insérer le deuxième et le troisième. Il faut qu'ils y arrivent, car sans les gyroscopes, il est impossible d'orienter le télescope. C'était stressant. On savait que si on ne les changeait pas, le télescope ne marcherait pas. Enfin, ils parviennent à insérer le dernier gyroscope. Les 3 unités sont installées. C'est ce qu'on voulait. Personne ne sait pourquoi les gyroscopes ont eu du mal à rentrer. Ils ont pourtant été fabriqués avec une extrême précision. Mais ce n'est pas la première fois qu'un minuscule décalage manque de tout réduire à néant. En 1990, lors de sa mise sur orbite, on a découvert que Hubble transmettait des images floues. Son miroir présentait un léger défaut de conception de l'ordre d'1/50e de l'épaisseur d'une feuille de papier. Après tout le battage médiatique autour de Hubble, on est devenu la risée de l'Amérique. Il y avait des dessins humoristiques montrant Mr. Magoo comme le créateur de Hubble. En 1993, des astronautes partent installer un dispositif correcteur pour compenser le défaut de courbure. Après cette première réparation, Hubble commence à tenir ses promesses. D'autres missions de maintenance sont envoyées en 1997, 1999 et 2002. Et les découvertes s'enchaînent. Les astronautes y sont déjà allés 4 fois. C'est ce qui en fait le télescope le plus exceptionnel de l'histoire. Une 5e mission d'entretien est programmée. Mais après l'explosion de la navette Columbia en 2003, l'administrateur de la NASA, Sean O'Keefe, décide de l'annuler. Hubble est abandonné à son triste sort. Ça a déclenché un tollé dans le public. Des écoliers envoyaient leur argent de poche à la NASA pour l'entretien de Hubble. Puis, en avril 2005, un nouvel administrateur arrive à la tête de la NASA, bien décidé à relancer les missions, Michael Griffin. Étant ingénieur, je comprends les risques. Il fallait trouver le moyen d'opérer en toute sécurité. On a étudié la question. Le danger vient de l'orbite sur laquelle évolue Hubble. Toutes les autres navettes sont envoyées vers la Station spatiale internationale où les astronautes peuvent attendre les secours en cas d'avarie. Pour Hubble, c'est impossible. On se trouve sur une orbite et à une altitude différente. La seule façon de secourir des astronautes en difficulté à proximité de Hubble serait d'avoir une deuxième navette prête à partir à tout moment, chose que la NASA n'est pas sûre de pouvoir faire. Les équipes doivent gérer 2 navettes à la fois. Ce n'est pas rien. En octobre 2006, après 18 mois de réflexion, Michael Griffin annonce sa décision. We are going to add a shuttle servicing mission to the Hubble Space Telescope. Mais le plan de sauvetage est périlleux. Si Atlantis est endommagé lors du voyage vers Hubble, une seconde navette, Endeavour, sera lancée. Grâce à son bras robotisé, Endeavour attrapera Atlantis. Une fois les 2 navettes en position, les astronautes d'Atlantis progresseront le long d'une corde pour rejoindre Endeavour, qui les ramènera sur Terre. Mais cela n'a jamais été fait auparavant, et personne ne sait si ça fonctionnera. Aucune solution n'est parfaite. Mais ça me convient. Ça nous offrirait une issue. Quand la mission est relancée, on est en octobre 2006 et Hubble est en piteux état. 3 des 6 gyroscopes sont en panne. Les batteries commencent à faiblir et 2 instruments ont cessé de fonctionner. Le premier est le spectrographe STIS, qui décompose la lumière comme un prisme pour analyser la composition chimique de l'atmosphère de planètes situées bien au-delà du système solaire.
Le second est la caméra ACS, qui a pris 70% des images fournies par Hubble. La moitié des instruments du télescope sont hors service. C'est comme un orchestre symphonique. Si les bois se taisent, la musique est toujours belle, mais elle n'est pas aussi parfaite que si ces instruments jouaient. Normalement, les astronautes devraient installer de nouveaux instruments. Généralement, on arrive avec un appareil de remplacement. Même s'il n'y a qu'un petit truc qui cloche, on ne fait pas dans le détail. On retire le tout et on en met un neuf. Mais là, il n'existe pas d'appareil de remplacement et il faudrait trop longtemps pour les fabriquer. Le seul espoir est donc d'essayer d'intervenir sur place. Une première. Pour réparer le spectrographe, il faut retirer 117 petites vis, ôter un couvercle, puis remplacer un circuit imprimé. Au début, ça paraissait impossible. Comment retirer 117 petites vis avec des gants rigides et faire en sorte que malgré la pesanteur, aucune d'elles n'aille se perdre à l'intérieur du télescope? La réponse se trouve au Centre spatial Goddard dans le Maryland, où travaillent certains des meilleurs ingénieurs du monde. Ils surveillent et contrôlent Hubble en permanence. Dans la salle blanche, la plus vaste du monde, ils testent et entretiennent les instruments et pièces détachées qui attendent d'être emportés vers le télescope. Et ils inventent de nouveaux outils extraordinaires. C'est grâce à l'un d'eux qu'ils espèrent pouvoir réparer le spectrographe en étant sûrs de récupérer toutes les vis, une plaque de piégeage. C'est un panneau percé de trous dans lesquels on peut faire passer le tournevis. Des trous assez petits pour que rien ne puisse sortir. On pourra enlever toutes les vis sans en perdre aucune et retirer le couvercle. Cette plaque sera fixée au couvercle du spectrographe. Une fois dévissées, les vis flotteront entre les deux. Quand on retirera la plaque, le couvercle viendra avec et les vis seront piégées à l'intérieur. Mais reste à trouver un outil pour enlever toutes ces vis. L'appareil généralement employé est le pistolet de serrage programmable. Utilisé dans toutes les missions Hubble, c'est à la fois un outil et un ordinateur. Il compte les tours et enregistre quelle valeur de couple a été appliquée afin qu'on puisse s'y référer ultérieurement. Mais il est puissant, lent et encombrant. Tout le contraire de ce qu'il faudrait. L'ordinateur se trouve sur le dessus et empêche de voir ce qu'on a devant soi. Il fallait quelque chose qui puisse dévisser ces minuscules vis rapidement et délicatement. C'est ce qui nous a conduit du pistolet de serrage programmable à la mini dévisseuse électrique. Comment améliorer au maximum la visibilité? Il faut que l'astronaute puisse placer l'outil sur la vis et voir l'embout s'insérer dans la tête de la vis pour être sûr qu'il est au bon endroit. D'où l'idée de mettre une lumière. La mini dévisseuse compte parmi plus de 100 nouveaux outils que les ingénieurs vont devoir concevoir pour cette mission. Pour savoir comment ils se comporteront dans l'espace, on les essaie en piscine. L'équipe arrive à l'aube. Certains des ingénieurs vont plonger pour voir leur création à l'œuvre. Aujourd'hui, exercice de réparation du spectrographe. Les astronautes qui effectueront les sorties extravéhiculaires ne sont pas les seuls à s'entraîner. C'est une répétition générale pour toute l'équipe. Les images de ce qui se passe sous l'eau sont retransmises dans la salle de contrôle. Okay, you don't need me to move the arm, Roger. Standing by. Attention off limit like that.
Au premier rang sont assis les autres membres de l'équipage. Pendant la mission, ils seront dans la navette pour manœuvrer le bras robotisé et aider leurs collègues à l'extérieur. À leur côté, les instructeurs Thomas et Christy. Pendant la mission, Thomas sera l'interlocuteur des astronautes au centre de contrôle. Christy se trouvera dans une salle proche en soutien. Derrière eux, il y a les ingénieurs du centre spatial Goddard. Aujourd'hui, ils prennent des notes sur le fonctionnement de leurs outils. Pour la mission réelle, ils seront dans une autre salle à Houston, prêts à résoudre les problèmes. L'exercice commence. Mike Massimino doit d'abord retirer une main courante jaune. Il desserre 4 boulons et le tour est joué. Ensuite, il doit visser 4 supports appelés goujons de guidage, un à chaque coin. La plaque de piégeage sera montée dessus. Il y a un problème. Les goujons de guidage ne se vissent pas correctement. These same studs went in fine during the STIS class the other day, so you think there's something different about this instrument in the water? I don't know. Does anybody know for the faster capture plate to be seated properly, do we have to have all 4? Three? I don't think we should spend any more time on the guide studs. I'm just worried the whole thing's going to fall apart when we start driving fasteners. Les ingénieurs ne savent pas pourquoi les goujons ne tiennent pas, et ils ne peuvent rien faire pour résoudre le problème. Or, dans l'espace, des goujons mal vissés pourraient faire capoter l'intervention. So what are we going to do for today? What do you want to do with that? Okay, tell you what, let's press on and then... Mike Massimino monte donc la plaque de piégeage tout en sachant qu'elle n'est pas solidement fixée. Puis, un autre problème surgit. La lumière de la nouvelle mini dévisseuse ne s'allume pas. Ça ne se passe pas comme on voulait. Sur la dévisseuse, la lumière ne fonctionne pas. On va faire un débriefing pour en parler. Ça ne marche pas comme prévu. Un plongeur s'approche avec une lampe torche. Mais il n'y aura pas de plongeur dans l'espace. Dans les entrailles du télescope, Mike Massimino aura besoin de lumière et il ne se gêne pas pour le rappeler aux ingénieurs. If I can get a light on A13, I bet I could see it. That's where the light may help us. Well, you know, a light would be really good on this tool. Am I making myself clear about the value of the light? Hey, Mouse, do you think a light would help? Yeah, you want to make that comment? Stop there. Motion stopped. L'astronaute parvient enfin à retirer la plaque de piégeage et la tend à Mike Good. Mais il n'est pas au bout de ses peines. We're losing screws out of this fastener capture plate. Si une seule vis pénètre dans le télescope, elle risque de l'endommager de manière irréversible. C'est pénible quand les choses se passent mal. On stresse, le niveau sonore augmente et on commence à douter. L'exercice de réparation du spectrographe a été une succession de problèmes du début à la fin. Il y a toute une liste de choses qu'on peut rater. L'idéal, c'est en rater le plus possible sur Terre pour qu'une fois dans l'espace, il n'en reste plus qu'une ou deux. For the mini power tool, I think Mike missed the lights today, but I wasn't quite sure. So, don't be on the bush on this. Is there any way we can get the LEDs fixed on the mini power tool for Thursday? Possibly you could replace the switch, so we're going to take a shot at that and see if that'll work. On a consacré du temps, de l'argent et du travail là-dessus. Mais si je ne vois pas les vis, ça ne marchera pas. Personnellement, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'une lumière pour voir ce que je fais. Si je ne l'ai pas, tout le reste ne sert à rien parce que je ne pourrai pas enlever les vis. Plus que 7 mois avant le lancement. La semaine a été longue. Les ingénieurs sont sur la brèche. Ils vont passer le week-end à travailler sur la mini dévisseuse.
C'est beaucoup de stress. Il faut modifier les outils et les améliorer. Alors l'équipe se donne à fond. La semaine suivante, c'est à John Grunsfeld de réparer la caméra ACS qui a permis de réaliser la plupart des images fournies par Hubble. Comme pour le spectrographe, il faut pour ça monter une plaque de piégeage, enlever des vis de petite taille, puis ôter un couvercle et remplacer des circuits imprimés. Il y a moins de vis sur la caméra, 32 seulement, mais elles sont plus difficiles à atteindre. À cause de ma combinaison, je ne peux pas me mettre vraiment en face. Je dois passer le tournevis de côté. Les ingénieurs ont réparé la lumière de la mini dévisseuse. Mais paradoxalement, cela pose un nouveau problème. Reflection of the tool on the plastic is making it so I can't see if I'm in the screw head. Yeah, it's just looks like the teeth are rounded out. So the screw is stripped? Yeah. Okay. Une vis abîmée. Dans l'espace, ce serait un désastre, rendant impossible toute la procédure. Encore une journée décevante. L'équipe ne sait toujours pas si ce programme de réparation ambitieux est réalisable. Fatigant. On a fait ce qu'on a pu. C'était catastrophique. On a eu des tas de problèmes. L'empreinte des vis à tête cruciforme était abîmée. C'est un scénario catastrophe parce que dans ce cas, on ne pourra pas ôter le couvercle. Donc là, mon niveau de confiance est au plus bas. Mais c'est comme ça. Pour pouvoir effectuer les réparations, il faut que les outils fonctionnent parfaitement et que les astronautes répètent le moindre geste jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. On doit entraîner le corps. L'esprit seul ne suffit pas. Le corps doit savoir comment accomplir la tâche. Nous sommes à présent 7 mois avant le lancement. Dès qu'ils le peuvent, les astronautes s'entraînent à réparer le spectrographe STIS et la caméra ACS, exerçant leurs doigts, leurs yeux, leurs muscles, mémorisant les gestes délicats nécessaires pour manipuler de minuscules vis. Les ingénieurs travaillent contre la montre pour perfectionner les outils, les tester, les modifier. Personne n'a jamais effectué de telles réparations dans l'espace. Et personne ne sait si elles sont possibles. Cette mission est l'une des plus complexes jamais entreprises. Changer les instruments, tous les astronautes peuvent le faire. Mais réparer le spectrographe et la caméra sera un véritable défi. Good morning, Atlantis. And a special good morning to you today, John. 6e jour de la mission. La 3e sortie va commencer. On a eu des surprises tous les jours. On est prêt pour l'inattendu. Et jusqu'à présent, l'inattendu a été la norme. Les sorties précédentes ont été difficiles. Un boulon bloqué pour la première et des gyroscopes récalcitrants pour la seconde. Toutes deux ont été plus longues que prévu. C'est comme si on avait joué 2 matchs de baseball avec des prolongations. On est inquiet, les choses ne marchent pas bien, alors on aimerait une victoire facile. Mais aujourd'hui, une victoire facile est peu probable. La 3e sortie orbitale comprend la tâche la plus difficile de la mission. Réparer la caméra ACS. Il y a la fatigue, l'épuisement. On avait déjà beaucoup bataillé. Et réparer la caméra le 3e jour, je me demandais si on en était capable. C'est ce pourquoi John s'est préparé pendant des mois, la caméra ACS.
3 hours, 28 minutes into the spacewalk, a very intricate procedure to swap out some electrical cards. Je suis monté voir ce qui m'attendait, et j'ai tout de suite vu que ça ne ressemblait pas à l'élément en piscine. Il y avait un support noir qui bloquait l'accès au boîtier électronique. Je me suis dit que ça allait poser un gros problème. Si l'astronaute ne peut pas retirer les circuits imprimés, la réparation sera finie avant même d'avoir commencé. Mais d'abord, John doit enlever les 32 vis. Tout se déroule sans incident. The fastener capture plate now removed, having done its job of capturing the 32 tiny screws. Pour l'instant, tout va bien. Aucune vis ne s'est échappée. À présent, le moment fatidique. Sortir les circuits imprimés. Card 1 is out. Nice. Oh, that's unbelievable. You guys are at least 40 minutes ahead on the timeline here. Nice. I heard that. Quand j'ai mis le dernier circuit imprimé, c'était magique. Clic, et hop, c'était fait. Il y a une vidéo de John rentrant dans le sas avec un large sourire. Un travail qu'on estimait à 2 jours a été accompli en une seule sortie, la plus courte à ce jour. Ça nous a remonté le moral. Les ingénieurs qui ont conçu les outils et planifié la réparation sont ravis. No issues, ahead of the timeline, went smooth just like they practiced it. Le lendemain, Mike Massimino doit réparer le spectrographe STIS. Il va devoir fixer la plaque de piégeage, enlever plus de 100 vis de petite taille, retirer la plaque, puis remplacer une carte électronique. Mais avant ça, il doit d'abord démonter une main courante qui sinon le gênerait. Il lui suffit de dévisser 4 boulons. Il a répété l'opération des dizaines de fois. That handrail is obstructing the attachment of the fastener capture plate. Cette première opération avait été presque un détail lors des répétitions. Mais là, un des boulons était complètement abîmé. La dévisseuse tourne dans le vide. La tête du dernier boulon est endommagée. Impossible de le desserrer. Il ne s'agit pas de l'une des toutes petites vis, mais d'un gros boulon accessible. En plusieurs années d'entraînement, ce problème ne s'est jamais posé. Toute la réparation est remise en question. Si on est coincé à ce stade, c'est fichu. Mike Massimino a passé 2 ans à s'exercer pour cette opération et un boulon risque de tout faire capoter. C'était inconcevable. Je ne pouvais pas y croire. Je me disais que ça devait être un cauchemar. L'état d'esprit dans la navette était sombre. Et pareil pour lui, à l'extérieur. On en était déjà à plus de 3 heures. Ça faisait beaucoup, car la main courante n'était que le début. Et il pouvait y avoir d'autres problèmes tout du long. Les ingénieurs tentent désespérément de trouver une solution. On a une base de données de 170 000 photos qu'on peut consulter. Pendant ce temps, le centre de contrôle demande à Mike Massimino d'aller chercher des outils d'appoint. Tout ce qui pourrait servir. Ils ont commencé à énumérer un peu tout et n'importe quoi. Du ruban adhésif? Mais pourquoi faire? Il me disait d'aller chercher une pince étau, du ruban adhésif. J'y croyais pas. Pourquoi pas des agrafes et des trombones? J'avais l'impression d'aller à la papeterie. La boîte à outils est à l'avant de la navette, juste à l'extérieur du hublot derrière lequel se trouve Drew. Je voyais son visage. Il avait l'air complètement abattu.
Aucun de nous ne voulait parler tout haut, pour ne pas qu'on nous entende. Mais on se voyait parfaitement. Je lui ai souri comme pour lui dire « ça va aller ». Peut-être qu'il faisait semblant, mais il souriait, le pouce levé, comme pour dire « Pourquoi tu t'inquiètes? Ça va aller, tout va bien, on va y arriver ». Pendant ce temps, les ingénieurs de la NASA envisagent une idée radicale. Arracher la main courante. On ne fait jamais ça. Il y a beaucoup trop de risques. Des arêtes tranchantes, la main courante peut se mettre à flotter dans l'espace. Il suffit de réfléchir un peu, c'est très dangereux. Mais est-ce possible? Les ingénieurs font rapidement un test, filmé avec un téléphone portable. L'essai montre que la procédure est dangereuse, mais faisable. Ça, je savais que je pouvais y arriver. L'idée me plaisait. Je me suis dit, mais oui, c'est le plus simple, qu'il arrache ce truc et qu'on en finisse. Si la main courante échappe à l'astronaute, elle risque de casser sa visière ou déchirer sa combinaison. Houston, you ready for this? Yeah, we're ready. Okay, man, you have a go. Here we go. Quel soulagement quand ce truc s'est détaché. J'avais de nouveau la situation en main. Peu importe ce qui se passerait ensuite, on y arriverait. La main courante était la montagne. Cette montagne franchie, la réparation du spectrographe peut continuer. Au final, l'opération dure 8 heures et 2 minutes. C'est l'une des plus longues sorties dans l'espace de l'histoire de la NASA. Mais l'intervention est réussie. Le lendemain, John et Drew s'attellent aux dernières tâches de la mission. Avant de rentrer pour la dernière fois dans la navette, John prend le temps de faire un geste symbolique. J'ai attrapé la main courante, puis je l'ai lâchée. Et j'ai tapoté Hubble. Je l'ai salué et intérieurement, je lui ai dit au revoir. Le lendemain, Hubble est remis sur son orbite. C'est la dernière fois que des hommes toucheront ce magnifique télescope. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu lui as dit au revoir? Bon voyage, j'espère que tout ce qu'on a fait va marcher. Il faudra des mois pour qu'on sache si c'est le cas. Les nouveaux instruments doivent en effet s'acclimater aux conditions qui règnent dans l'espace. Mais quel que soit le résultat, cette mission a permis d'allonger la liste des opérations possibles lors de sorties orbitales. Ils ont sorti des circuits, les ont remplacés, se sont battus avec des mains courantes. Ils ont improvisé. Ils ont élevé le niveau de ce que l'homme peut faire dans l'espace. Alors que Hubble repart sur son orbite, le monde entier attend le résultat des réparations. Et personne n'est plus impatient que les astronautes eux-mêmes. En septembre 2009, la réponse tombe enfin. Des images saisissantes. Pris par la nouvelle caméra à grand champ, ce qui ressemble à un papillon est en fait le dernier soubresaut d'une étoile en train de mourir. Les ailes sont des gaz éjectés à 800 000 km/h. Une autre photo montre un amas globulaire. La nouvelle caméra révèle qu'il se compose de 100 000 étoiles, les différentes couleurs indiquant leur température et leur âge. Une autre encore saisit un nuage de poussière et de gaz contenant des étoiles naissantes. Quand la caméra passe en infrarouge, ces étoiles apparaissent. Jamais encore un instrument n'avait pris de photos aussi exceptionnelles. Une nouvelle caméra, un spectrographe 10 fois plus sensible que tout autre avant lui, et 2 instruments hors service remis à neuf. Pour Hubble, c'est une deuxième jeunesse.
C'est un succès total. 2 instruments nouveaux, 2 autres réparés, des batteries, un bouclier, des gyroscopes, des capteurs. C'est un nouveau télescope. Les astronomes vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Quant aux ingénieurs et aux astronautes qui ont sauvé Hubble, ils vont devenir, comme nous tous, de simples spectateurs, impressionnés et émus par les merveilles que révèle le télescope. Pas besoin d'être astronome pour apprécier Hubble. Que ce soit sous la forme d'un calendrier ou d'un poster sur un mur, tout le monde peut profiter de ces images. C'est fabuleux. 400 ans seulement après l'invention du télescope, on a un instrument qui nous permet de faire toutes ces nouvelles découvertes. Dans 20 ans, un jour on y repensera, en se disant, c'est nous qui avons fait ça. Et toutes ces choses que nous avons apprises, c'est parce que toute une équipe, tous ces gens qui sont devenus notre famille, ont fait en sorte que ce soit possible. J'en suis heureux. Vendredi prochain, nous saurons compter les exploits de 2 pionniers méconnus de la conquête spatiale en ballon. Et dans un instant sans transition, une enquête téméraire sur la guerre civile en Colombie.